Donc, merci beaucoup Pascal. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci à tous d'être ici. Je suis vraiment très flatté pour votre monde. Et ça me fait plaisir que ce soit au niveau des élus, des anciens collègues, des personnes que j'ai côtoyées, et puis surtout des futurs diplômés d'ADECMED. Donc voilà, je vais vous présenter la leçon inaugurale. J'ai un peu de pression. Je suis le capitaine d'une belle maison, d'un beau bateau. Et j'espère que je vais pouvoir le mener assez loin. Donc je vais vous présenter une leçon qui va vous présenter un certain point de vue sur ce que je pense important, c'est certainement pas les seules choses, sur les sciences marines dans l'avenir. Donc je vais d'abord vous présenter un peu un contexte et des enjeux, en considérant que l'océan est un monde fini. Et quand je dis ça, c'est pas quelque chose qui a été toujours évident. Je pense que si on recule 40 ans en arrière, la perception de la mer et des océans est passée d'un monde presque sans limite à un monde fermé. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, ce qu'on se permettait avant les années 80, eh bien, on pouvait rejeter des déchets en mer en pensant qu'il n'y aurait pas de conséquences, qu'il n'y aurait pas, que c'est une espèce de puits sans fin. Et à partir de 83, il y a eu un moratoire sur l'immersion des déchets radioactifs qui a fait prendre conscience que non, il y avait un moment où on ne pouvait pas faire absolument n'importe quoi. C'était pas un monde, un espèce de puits sans fin. Il pouvait y avoir un certain retour des choses qu'on pouvait rejeter en mer. Ça va dans la même lignée que l'arrêt des essais nucléaires atmosphériques. On a également pris conscience que la Terre était limitée. C'est-à-dire que quand on fait un essai nucléaire qui rejette des radioéléments dans l'atmosphère, même si c'est à des milliers de kilomètres des continents où des personnes habitent, eh bien il y a un effet qui va se disperser sur l'ensemble de la Terre qui va concerner la population mondiale. Et ça concerne la plupart de l'appréhension de ce qui se passe pour la conception de l'appréhension de l'environnement. Déjà, ça apparaissait pour beaucoup de personnes assez évident dans les années 80, mais maintenant, c'est plus qu'une évidence, c'est devenu une nécessité. Un impact local peut avoir un impact mondial, en particulier dans le milieu marin, et nous partageons la même maison terrestre. Donc c'est devenu un peu un lieu commun de dire ça, mais là je vous montre quand même quelques exemples avec la représentation des concentrations en un élément qui a été rejeté suite aux essais nucléaires atmosphériques, qui s'appelle le tritium, qui est un élément naturel, mais qui a été très fortement rejeté lors des essais nucléaires atmosphériques. Et sur ces cartographies, vous voyez en fonction de la couleur, des concentrations pour cet élément qui étaient très nettement plus élevées que les concentrations naturelles qu'on pourrait peut-être retrouver en Antarctique et encore. Il y a vraiment un marquage qui a concerné l'ensemble du globe avec des concentrations en un élément qui n'était pas présent avant l'arrivée du globe. C'est pour ça qu'on a commencé à parler d'anthropocène avec par exemple des traceurs radioactifs, parce qu'il y a vraiment eu une influence de l'effet de l'homme qui a concerné l'ensemble de la planète et qui a laissé une marque. On parle de traceurs, de marqueurs, et cette marque, on l'observe par exemple avec cet élément. Une autre manière d'appréhender ça, c'est ici, c'est pas les océans, c'est ce qu'on a mesuré dans l'eau de pluie à Thonon-les-Bains, mais j'aurais pu vous montrer une carte faite au milieu des États-Unis, ça aurait été exactement pareil. Ça représente une concentration, toujours avec ce même tritium, dans l'eau de pluie. Et l'eau de pluie, c'est l'eau de poisson, hein. C'est l'eau qu'on a vue pendant les années 60 à des concentrations qui atteignaient plus de 250 becquerels par litre. Alors 250 becquerels par litre, ça ne vous parle sans doute pas beaucoup, sauf si vous êtes dans le métier, mais il faut savoir qu'actuellement, près du plus important émissaire de tritium dans le monde, qui se trouve l'usine Tareva à côté de chez nous, dans l'eau de mer à côté de cet émissaire, juste à côté, on est péniblement à 10 becquerels par litre. Donc ça veut dire que dans cette eau de mer qu'on ne voit pas, on a des concentrations qu'on considère comme significatives, acceptables mais quand même significatives. Et bien dans l'eau de boisson, on avait des concentrations 30 fois plus élevées vues par l'ensemble de la population mondiale. Donc clairement, si maintenant on disait qu'on va rajouter du tritium dans l'atmosphère à ces niveaux-là, je pense que ça paraîtrait complètement inacceptable. On a complètement changé de paradigme de ce point de vue. Un autre aspect vis-à-vis de ces traceurs, alors là je vous parle toujours du tritium avec cette carte-là, c'est pas très clair. Là il s'agit de coupes dans l'océan, de coupes qui sont faites entre grosso modo le Canada et l'Amérique du Sud. On a fait une coupe de l'océan verticale, depuis le nord vers le sud. Et au travers de ces coupes, on a pu mettre en évidence un marquage, un traçage, on l'appelle comme on veut, en tritium dans les eaux de surface. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ce tritium, on l'a progressivement vu arriver dans les eaux profondes. C'est-à-dire par ce traceur, mais il y en a eu bien d'autres, on a pu mettre en évidence ce qu'on a appelé le tapis roulant océanique, ou le conveyor belt. Ce tapis roulant, il révèle que quand on rejette quelque chose dans l'océan, eh bien en fait, il va suivre des trajectoires qui vont à terme concerner tous les océans du globe. C'est-à-dire qu'un rejet qu'on va faire par exemple ici
ou à peu près n'importe où sur la planète, il va être embarqué sur ce tapis roulant, et à terme, si on attend des dizaines d'années, voire centaines d'années, tous les océans du monde seront concernés par ce rejet. Et donc ça rappelle vraiment à l'esprit qu'on est dans un monde clos, et que ce monde clos, il faut le gérer en tant que tel, c'est-à-dire savoir comment appréhender ce qu'on fait à un endroit et ses conséquences sur un autre endroit. Voilà, donc Pascal Amorin l'a évoqué, c'est devenu une évidence, le changement climatique est devenu quelque chose de vraiment préoccupant pour nous. Et dans ce contexte, les océans sont absolument en première ligne. Parce que ce qui fait fonctionner la machine climatique de la Terre, c'est en premier lieu les océans. Il y a les atmosphères également, mais les océans, c'est eux qui vont stocker plus de 80% de la chaleur emmagasinée par la Terre depuis 70 se trouve dans les océans. Donc quand je vous dis ça, si on fait le rapport avec le schéma juste avant, 80% de la chaleur stockée dans les océans, avec des océans qui mettent environ un siècle pour faire le tour de la Terre. C'est-à-dire qu'on va avoir une inertie thermique gigantesque. Et que même si on arrête les causes du réchauffement tout de suite, elles vont se faire sentir pendant très longtemps. L'hydrosphère, donc la couche d'eau qui recouvre la Terre, est un paramètre clé de ce changement climatique au travers des échanges, du stockage de la chaleur, de la régulation, parce qu'il y a des endroits où il fait plus ou moins chaud, et c'est fortement lié à l'océan, on voit très bien un chapeau, avec l'effet retard, et cette inertie thermique des océans représente vraiment un défi pour le futur. D'autre part, il y a des modifications du fonctionnement océanique liées au changement climatique. Les courants vont être modifiés, le niveau de la mer, il peut y avoir également des événements météorologiques extrêmes qui vont modifier ce fonctionnement de la machine Terre. Et enfin, et c'est pas moins important, 20% de la population mondiale vit à moins de 30 km des côtes, et cette tendance a plutôt tendance à augmenter. Si on regarde plus loin à 100 km des côtes, c'est 60% de la population mondiale. Donc la Terre est un monde essentiellement marin, quelque part. On dépend de la mer au moins pour le sous-marin. Une autre façon d'approcher, c'est l'importance de la France dans ce contexte. Alors la zone économique de la France, parce qu'elle a dit que c'était la deuxième, la première, bon, je dirais que c'est pas ça qui est très important, c'est que la zone économique exotique de la France, c'est une des premières mondiales, et elle concerne tous les océans mondiaux. Alors c'est une chance, parce qu'on va se dire, il y a des ressources, on va pouvoir plus pêcher, on va pouvoir plus exploiter les ressources minières dans les zones qui sont, entre guillemets, sous la propriété française. Moi je vois surtout ça comme une responsabilité. Avoir des domaines aussi étendus à l'échelle du globe, ça implique une responsabilité sur la gestion de cet environnement. Si on compare avec les autres zones économiques, celles de l'ensemble de l'Europe, on voit que la France représente plus de la moitié des zones économiques de l'Europe. Et pour l'autre, je dirais, qui peut être premier ou deuxième en zone économique exclusive, c'est tout à fait comparable, mais avec une surface terrestre qui n'a rien à voir, on n'a pas la même population que les États-Unis. Et d'autre part, les États-Unis, eux, ne sont pas présents sur toutes les mers du globe. L'océan Indien, par exemple, est absent. Donc la France a vraiment une situation centrale et une responsabilité centrale dans cette approche du monde marin. Donc l'océan, c'est vraiment un environnement commun qu'il va falloir prendre en charge. Et l'homme va devoir gérer la mer et les océans au même titre que les continents. On habite la même maison, à la fois dans l'espace, et l'espace en milieu marin, c'est au minimum une mer. Et la mer est considérée souvent comme une frontière entre les pays. Par exemple, c'est la frontière entre la France et l'Angleterre. Mais c'est surtout un lien entre la France et l'Angleterre. On vit dans la même eau que les Anglais. Et si les Anglais font une pollution chez eux, on en aura les conséquences. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement partagé dans l'espace. Dans le temps aussi, je voulais évoquer, il y a des échelles de temps à prendre en compte qui peuvent être de l'ordre de la décennie, du siècle, du millénaire. Si on veut gérer correctement notre environnement maritime, on doit le réfléchir avec des échelles de temps longues. Donc il y a une nécessité qui s'impose, il faut apprendre à utiliser l'espace marin dans la durée. Et ça concerne toutes les activités. Donc, les principales, pêche, aquaculture, tourisme, transport, extraction de matières premières, déploiement d'infrastructures, et également à l'échelle globale. Il faut prendre en compte les cycles de retour de toutes les actions anthropiques. Donc, on l'a vu pour les polluants radioactifs, mais ça peut être la chaleur, on en parle beaucoup des déchets de plastique. On voit que maintenant absolument tous les océans mondiaux sont contaminés par les plastiques. C'est-à-dire que là aussi, il y a un impact majeur mondial qu'on n'a pas maîtrisé au départ. Quelque chose qu'on subit, dont on n'a pas réfléchi au départ que ça pouvait avoir ce type d'effet. Avec vraiment l'idée d'avoir cette gestion globale doit se faire forcément en partage avec les pays voisins. On ne peut pas faire les choses chacun de son sens. Donc comment gérer notre environnement dans sa globalité? Donc c'est un vrai défi. Et je vais vous évoquer quelques outils, parce que je suis intimement convaincu que c'est possible si on s'en donne les moyens.
Et les outils, c'est notamment forcément mon expérience précédente en radioécologie marine, où j'ai eu à utiliser des outils exceptionnels pour l'océanographie, qu'on appelle les traceurs, les radiotraceurs. Ils sont intéressants parce qu'ils sont applicables depuis la toute petite à la grande échelle. Là, je vous ai présenté une carte de la Manche et de la mer du Nord. On voit des belles couleurs, belles ou pas belles, mais qui représente un marquage avec un élément qui s'appelle l'antimoine 125 qui est rejeté par l'usine de La Haye. Et on voit, en suivant ce gradient de concentration, on peut suivre le panache des eaux de la Manche à l'échelle de la Manche et de toute la mer du Nord. Ça représente 5 grammes. 5 grammes d'antimoine 125 suffisent à faire ce marquage-là. Donc on voit la puissance de l'outil dont on dispose. En plus, d'une part, on est capable de mesurer, on sait d'où il vient et en plus on connaît les quantités qui ont été rejetées. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors ça, c'est un rejet industriel contrôlé qui a été maîtrisé, mais si on prend l'exemple de l'accident de Fukushima dans le Pacifique, ce sont 3 kilos. 3 kilos, c'est le poids de ce micro. 3 kilos de césium-137 ont suffi à marquer l'ensemble du Pacifique. On peut suivre la trace de ce marquage sur toutes les eaux du Pacifique avec des techniques qui sont certaines très puissantes et qui permettent d'identifier quelques becquerels en plus à l'échelle du Pacifique. Les radiotraceurs sont applicables depuis les échelles locales, régionales, globales. Alors j'ai l'habitude de représenter ces cartes, elle est assez intéressante parce que uniquement à partir des mesures de radioéléments, on a pu identifier les origines des eaux marines à l'échelle de la mer du Nord et de dire que, par exemple, on a tel pourcentage des eaux qui viennent de la mer d'Iran, tel pourcentage des eaux qui viennent de l'Atlantique, tel pourcentage qui viennent de la Manche et un autre pourcentage qui vient des eaux de la Baltique. Et on arrive à avoir des bilans équilibrés. C'est assez exceptionnel en environnement de vous dire qu'on a plein de traceurs. Donc, je peux vous dire, quand vous faites la somme, on a 100 plus ou moins 100%, plus ou moins 5%, c'est assez magique. Et avec les radiotraceurs, on peut faire ça. On peut faire donc des bilans équilibrés et évaluer l'impact moyen d'une installation. En l'occurrence, là, ce sont les rejets de l'usine de La Haye pour différents radioéléments. Je vous ai parlé déjà du tritium, l'antimoine, le césium, le ruthénium. Donc, tous ces éléments sont majoritairement rejetés par l'usine de La Haye. Et on a pu faire des comparaisons entre les quantités mesurées et les quantités rejetées. Ces comparaisons, les voici ici. Alors, on voit que pour certains éléments, on a des bilans équilibrés, c'est-à-dire que quand on en rejette 100, on en trouve effectivement 100. Vous voyez, les erreurs sont incroyablement faibles, c'est-à-dire qu'on en trouve entre 88 et 103% pour les éléments conservatifs. Et par la même occasion, ça permet de donner la durée moyenne de transit des eaux à l'échelle de la Manche, qui est de 32 semaines. Mais si on regarde d'autres éléments, on voit qu'il y a des pertes. On en trouve moins que ce à quoi on s'attend. On va dire, bon, c'est pas terrible, on a des pertes, on ne mesure pas bien. Moi, je dirais que c'est une richesse en plus, parce qu'avec ces pertes, on va pouvoir évaluer quelles sont les quantités qui vont être évacuées, qui vont être fixées par les particules sédimentaires et les espèces vivantes. C'est un moyen de comprendre l'environnement par cet outil-là. C'est-à-dire qu'on a 85% du cobalt qui va être par exemple fixé sur les particules sédimentaires. Et c'est une information qu'on ne peut pas avoir avec d'autres substances. On peut aussi avoir des excès. Alors les excès, là, ça veut dire qu'on dit on a quelque chose qu'on a oublié. Il y a des sources qu'on voit être prises en compte. En l'occurrence, à cette échelle-là de la Manche, en fait, ça représentait l'influence des rejets de Sénafil, et on l'a mis en évidence par de nouvelles campagnes de stratigraphie. On a montré que ça correspond à un flux d'eau proviennent de la mer d'Irlande vers le sud, qui n'était pas connu, et qu'on a pu mettre en évidence avec des mesures de radiotraceur. Donc on a pu faire avancer déjà la connaissance de la circulation des masses d'eau et quantifier cet excès. Et à cette époque-là, Sénafil rejetait beaucoup plus que la Haye, et on pouvait doubler les concentrations en cédium dans la Manche uniquement avec l'influence de ces rejets. Donc voilà, uniquement à partir des mesures, on peut déjà dire beaucoup de choses. Mais en plus, il y a des collègues physiciens, notamment les collègues de Brest de l'Outre-mer, qui avaient mis au point des modèles de dispersion, et ces modèles de dispersion, ils étaient capables de calculer les courants, les courants, les hauteurs d'eau, ce qui est utilisé par exemple pour avoir la prédiction de la mer, la hauteur de la mer quand vous allez à la plage, mais il faut également calculer la dispersion. Et avoir des mesures de radiotraceurs, c'était un moyen, j'allais dire, exceptionnel pour comparer la validité de ces modèles. Et cette comparaison a été très fructueuse, elle a permis de faire nettement progresser ces modèles, et elle a permis de faire améliorer, d'avoir une meilleure connaissance de la courantéologie, du transport en solution et de la dispersion des polluants. Donc on a fait une première brique pour la compréhension globale de l'environnement marin. Alors une fois qu'on avait cette première brique, on a essayé d'aller plus loin, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe par exemple en termes de transfert avec les espèces? Eh bien c'est ce qui a été fait avec M. Nofievé, qui est ici présent, où on est parti des concentrations calculées dans une mer
pour calculer les flux transférés vers des espèces vivantes. Alors cet exemple concerne le Fucus serratus, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais à partir des concentrations calculées dans l'univers, il est possible de déterminer avec les modèles de transfert entre l'univers et les espèces vivantes, les concentrations dans les espèces vivantes de toute façon tout à fait réaliste. Et ça, quand je parle de concentration réaliste, c'est-à-dire qu'on a, quand on fait une mesure, que ce soit à 30 km ou à 1000 km de l'hémisphère, on a en gros 50% d'erreur entre la mesure et la valeur calculée. C'est assez rare dans l'environnement d'avoir de telles marges d'erreur. Donc voilà, on a ajouté une nouvelle brique. Maintenant, on commence à savoir comment se transfèrent les polluants vers les espèces vivantes. On ne va pas s'arrêter là, plus loin, on peut s'intéresser par exemple aux sédiments. Et donc ça a été l'objet de travaux avec les collègues en postdoctorants et doctorants qui ont mis au point un modèle qui permet de calculer les transferts des particules sédimentaires. Et là aussi, on a trouvé des concentrations tout à fait similaires avec ce qui était effectivement dessus. Donc on a rajouté encore une nouvelle brique, je dirais, avec un autre modèle de l'environnement. Et puis ces briques, on les a fait en s'appuyant sur des mesures in situ. Là, vous voyez que le transport sédimentaire, ce n'est pas forcément simple. Et représenter ça dans un modèle de calcul, c'est pas forcément intuitif, et il faut faire les bons ajustements et surtout avoir quelque chose qui représente la réalité. Donc tout ça, c'est appuyé sur pas mal de mesures in situ, j'allais dire pas mal, énormément de mesures in situ. Et si je vous parle de modèles, c'est parce que il y a eu vraiment de gros efforts pour vérifier que ces modèles fonctionnent. Donc des efforts, par exemple, pour observer le transport sédimentaire, pour faire des prélèvements évoqués à très haute fréquence, jusqu'à 1200 échantillons à l'heure, pour faire des prélèvements en profondeur, pour avoir faire des coupes du panache de la dispersion de l'intracellulaire depuis le fond jusqu'à la surface, améliorer la mesure de certains radionucléides, en l'occurrence le tritium. On peut aussi améliorer la manière d'aller faire des prélèvements et aussi construire automatiquement des modèles, parce que c'est du travail lourd, qui demande du temps, et si on peut le faire automatiquement, on gagne sur toute la chaîne de travail. Donc voilà. Ceci pour vous présenter les principales briques pour construire une maison qui va nous permettre de représenter l'environnement. Les modèles permettent d'appréhender de plus en plus de composants de l'écosystème, et je vais représenter ce schéma globalement qui est un peu toujours pareil. On mesure, ça permet de comprendre, à partir de cette compréhension, on va mettre les mécanismes dans un modèle qui va simuler, reproduire, on va confirmer par des mesures, et à partir de ces confirmations, on va pouvoir aborder de nouvelles questions. Actuellement, je dirais qu'on en est à peu près là. Ce qui est en bleu, c'est des choses qu'on connaît très bien, voire bien. On connaît la topographie de l'océan, on connaît les courants, on connaît les flux de matière, on connaît les flux de chaleur et d'énergie, et vous avez certainement entendu parler de modèles climatiques qui reprennent en compte tous ces flux de chaleur et d'énergie de manière de plus en plus précise. Il reste à travailler sur notamment les espèces vivantes, la biomasse, comment représenter la croissance, le développement des espèces vivantes et le devenir à l'échelle d'un écosystème. Les interactions entre espèces, la structuration de l'écosystème, là clairement il y a encore des chantiers qui sont ouverts, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans, 30 ans que les collègues travaillent sur ce sujet, ils ne sont pas du tout nouveaux à mettre en œuvre, mais il reste à mettre en œuvre une brique et à avancer. On commence à voir des choses, mais il y a des progrès à faire. Voici quelques exemples d'applications pour la dispersion. Bon, je n'ai pas hésité à vous représenter ça. On est capable effectivement de calculer la dispersion depuis le champ très proche ou en profondeur au niveau du capillaire, par exemple, à l'échelle des plateaux continentales. Et puis, Pascal l'a évoqué, on a pu être amené à travailler à l'échelle du Pacifique suite à l'accident de Fukushima pour simuler la dispersion. Donc c'est un peu de ça dont on parle et on sait que ça marche. Donc pour aller vers une gestion durable, il faut maîtriser les usages et l'exploitation dans le temps. Jusqu'à récemment, l'exploitation de milieu était plutôt en mode chasseur-cueilleur. On faisait une exploitation maximum avec rapidement un plafonnement des captures et puis on a mis en œuvre le contrôle des pêches qui a montré son efficacité comme l'a dit Pascal et on voit les effets de ces résultats de contrôle des pêches. Mais néanmoins, on continue quand même à exploiter beaucoup plus que ce qu'on récupère dans l'environnement. L'aquaculture durable est encore à construire. L'aquaculture multitrophique intégrée, c'est une piste, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on a quelque chose en boucle où en gros les produits, les déchets de production peuvent être utilisés pour nourrir les poissons. Mais globalement, un poisson d'aquaculture que vous achetez aujourd'hui, pour faire 1 kg de poisson, il faut à peu près 4 kg d'espèces sauvages. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est, je dirais, écologiquement, la boucle n'est pas bouclée. Et on a encore beaucoup de progrès à faire à ça. C'est pour ça que j'ai parlé de révolution néolithique. L'agriculture marine en train de lumière est à développer. Qu'est-ce qui manque pour faire ça? Des connaissances, certainement, bien qu'on en ait déjà beaucoup, des méthodes, des techniques, pour maîtriser des cycles de production, de recrutement, de croissance, c'est pas simple. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas être effrayé par la complexité.
Dans ma formation, à l'origine, on parlait de systèmes complexes en environnement et qu'il fallait aborder cette complexité. Je reste toujours convaincu que c'est vrai. C'est pas parce qu'on a quelque chose qui paraît incommensurable qu'on ne peut pas l'attaquer. Et en n'avançant pas à pas, on peut comprendre, prendre en compte les processus, les simuler, les confirmer, et une fois qu'on a bien confirmé, on passe au suivant. Tout ça dans une perspective d'évaluer les conséquences des interventions humaines. Parmi les applications, évidemment, la sensibilité du milieu, que se passe-t-il quand on fait une modification, quand on fait des rejets de nitrate, l'implantation des zones conchées du col, une construction d'un champ éolien, c'est des outils dont on a besoin tout de suite et dont on aura de plus en plus besoin. On peut aussi tester, avec ces outils, évidemment avancer la recherche, mais tester les modes d'exploitation. Est-ce qu'on peut favoriser la croissance ou le recrutement d'espèces récoltées en, par exemple, mettant des sites qui vont favoriser les nurseries. Donc, voir l'impact de ça à l'échelle d'une mer, c'est quelque chose qui est accessible. Donc, cette représentation globale de l'écosystème marin, c'est vraiment un changement de paradigme parce qu'il faut s'adapter à un monde mobile et accepter de laborer des champs qui vont chez le voisin. C'est-à-dire que peut-être que vous allez faire des nouvelles nurseries en Manche, mais c'est en mer du Nord qu'elles vont donner des résultats. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à penser à une échelle, pas forcément un seul pays, mais une échelle relativement globale. Mais ce n'est pas inaccessible. Il faut une volonté politique et institutionnelle, des moyens à la mesure des enjeux. Et la maîtrise de notre environnement présent est possible, à mon avis accessible. On est capable maintenant de faire des modèles de prévision du changement climatique extrêmement élaborés, qui deviennent de plus en plus précis. Je souhaiterais qu'on fasse le même type d'effort sur l'environnement actuel, parce que je pense que c'est franchement possible. Et un TECMER dans tout ça. Donc la TECMER, c'est l'Institut national des sciences et techniques de la mer. Et les sciences et techniques de la mer, c'est d'abord des savoir-faire empiriques et des techniques associées à la mer qui ont préexisté bien avant la notion de science. On a su faire flotter le bateau sans qu'on sache vraiment pourquoi. D'autre part, on a évoqué, la mer est un milieu hostile pour l'homme, donc c'est des milieux sur lesquels il va falloir adapter les techniques. C'est pas ce qu'on fait pour labourer son champ qui va servir en mer. La plupart des sciences ont trouvé leur application en océanographie. C'est évident pour la navigation, elle s'est vraiment développée avec les boussoles, les horloges, les mesures de vitesse, l'astronomie. Pour l'exploration et la reconnaissance, c'est essentiel. Et après, on peut citer toutes les sciences existantes et leur ajouter le terme marin ou marine. Et on va retrouver toutes ces sciences existantes et très vivantes dans le domaine marin. Et comme l'a rappelé Pascal, la France est au niveau international dans les sciences de l'océanographie. Il n'y a pas à rougir de ce qui est fait au niveau français. Donc dans ce contexte-là, un TECMER est au cœur des enjeux économiques et environnementaux et climatiques. C'est une formation pluridisciplinaire qui est reconnue. Il n'y a pas d'équivalent en France, et voire même en Europe, avec des atouts dans le Cotentin, un environnement naturel, scientifique, industriel et un soutien très fort des collectivités, ce qui est vraiment essentiel. Et il y a également une marque de fabrique des diplômés qui était un peu évoquée. On cherche la motivation, l'efficacité, l'adaptabilité. C'est vraiment ce qui fait les gens qui viennent d'un TECMER, on peut leur faire confiance pour être efficace là où on leur donnera une tâche à faire. Un TECMER aborde des domaines essentiels pour l'avenir, que j'ai cité, le diagnostic et la gestion du milieu marin, les ressources halieutiques, les ressources minérales, la protection marine, les énergies marines renouvelables. Tout ça, c'est des thèmes, on a vu, qui sont absolument essentiels pour l'avenir. Et former ceux qui évalueront et s'adapteront au changement climatique, à la modification des sources d'approvisionnement en énergie, en nourriture, en matières premières, c'est la vocation d'un TECMER. Il faut penser que les gens qui sont là, c'est eux qui vont vraiment, les étudiants qui sont là en face de moi, c'est eux qui vont vraiment être face aux problématiques de changement climatique. Et pour demain, vous êtes complètement investis dans ces démarches. Enfin, c'est une école qui est bien intégrée à la recherche océanographique française, sur la bateau, mais pas seulement, parce qu'il y a des activités de recherche connues et reconnues au sein d'un TECMER. Donc, en conclusion, je dirais que la création d'un TECMER il y a 40 ans était un défi. Ce n'était pas évident a priori, surtout de faire ça à Charbon. L'investissement de l'équipe, très fort investissement de l'équipe, a rendu cette formation mature en suivant au plus près l'évolution des besoins. L'école sera fortement impliquée pour faire face aux enjeux environnementaux et climatiques à venir. Et enfin, les diplômés d'un TECMER auront un rôle clé à jouer dans les prochaines décennies pour contribuer à gérer notre maison terrestre. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un avenir pour eux et une responsabilité aussi. Donc, quelque part, nous, on est à la fin de la course, on a fait les bêtises, il faudra les corriger, et il y a vraiment des gros efforts à faire. Je vous remercie pour votre attention. Cet exposé brillant qui nous montre combien les pistes sont importantes et les enjeux importants devant nous. Alors il me reste à remettre cette médaille, qui est une
médaille spécifique au CNAM, avec la devise du CNAM gravée dessus, Docet Omnes, il enseigne à tous, pour bien montrer quelle est la vocation initiale de notre établissement, héritier de l'humaniste Henri Grégoire, pour enseigner véritablement à tous. Au dos, bien sûr, chaire sciences et techniques maritimes, Pascal Bailly-Dubois. Alors, maritime, sciences et techniques de la mer, maritime, c'est maritime maintenant, en tout cas c'est ce qu'il y a sur la médaille, on ne sait pas ce qui est dit. Et donc, c'est avec un très très grand plaisir que je vous remets cette médaille, surtout de la suite. Bravo. Merci beaucoup, et bon, je vais quand même indiquer que c'est une très grande fierté d'arriver à Tecnair. D'abord d'inaugurer une chaire de sciences et techniques marines, je dirais qu'on va pas faire les mieux. Si j'avais rêvé qu'une chaire existe, voilà, je pouvais pas rêver mieux, et c'est une grande fierté d'arriver dans cet institut, dans cette équipe, équipe enseignante, équipe technique, où j'ai reçu un très très bon accueil, et une des fortes motivations qui m'a amené à venir ici, c'est les étudiants. D'avoir affaire à des gens motivés, je pense que c'est vraiment un défi qui est absolument passionnant, et voilà, j'espère que je ferai mon mieux pour aller au plus loin possible avec le travail qui sera fait.